Entre 1852 et 1854, 15 propriétaires de plantations dans les paroisses du sud de la Louisiane moururent dans des circonstances atroces, leurs entrailles déchirées de l'intérieur par quelque chose que les médecins de l'époque ne parvenaient pas à identifier clairement. Ce que les archives judiciaires révélèrent plus tard demeure l'une des vengeances les plus méticuleuses et les plus terrifiantes jamais documentées sur le sol américain. Mais avant de plonger dans cette histoire qui vous glacera le sang, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Votre soutien permet de faire revivre ces récits oubliés de l'histoire. La Louisiane des années 1850 était une terre de contradictions brutales. Un territoire où la richesse extrême côtoyait la misère la plus abjecte, où l'élégance des demeures créoles cachait des secrets que personne n'osait murmurer à voix haute. Dans les paroisses situées entre la Nouvelle-Orléans et Bâton Rouge, le long des méandres boueux du Mississippi, s'étendaient des plantations sucrières d'une vastitude presque incompréhensible. Ces domaines, certains comptant plus de 200 âmes asservies, formaient de véritables royaumes autonomes, des micro-sociétés régies par des lois que seuls les propriétaires dictaient. L'économie de la région reposait entièrement sur la culture et le raffinage de la canne à sucre, une production qui enrichissait les planteurs au-delà de toute mesure raisonnable, mais qui exigeait un travail d'une violence inouïe. Les champs de canne s'étendaient à perte de vue, ondulant sous le vent chaud et humide qui remontait du golfe du Mexique. Durant la saison des récoltes, de septembre à janvier, les esclaves travaillaient 18 à 20 heures par jour, coupant les tiges hautes de plusieurs mètres, les transportant jusqu'au moulin où elles seraient pressées, le jus bouilli dans d'immenses cuves de fer, où la température atteignait des degrés suffocants. Les grands propriétaires de ces paroisses formaient une aristocratie insulaire, interconnectée par des mariages arrangés, des associations commerciales et des clubs privés où l'on ne discutait que de politique, de rendements agricoles et de méthodes pour maintenir l'ordre parmi la main-d'œuvre servile. Ils se réunissaient lors de banquets somptueux, organisés à tour de rôle dans leur vaste demeure à colonnes blanches, ces monuments à leur propre grandeur qui dominaient les paysages plats comme des temples dédiés à la prospérité et au pouvoir. C'est dans ce contexte que vivait et travaillait une femme nommée Delilah, dont le nom complet ne figure dans aucun registre de propriété, comme c'était le cas pour la plupart des personnes réduites en esclavage à cette époque. Les quelques documents qui mentionnent son existence la décrivent simplement comme cuisinière, âgée d'environ 35 ans en 1852, appartenant successivement à plusieurs plantations de la région. Ce que ces documents ne disent pas, ce sont les 15 années de service qu'elle avait déjà accomplies dans les cuisines des maisons de maître, observant, apprenant, comprenant les habitudes et les faiblesses de ceux qui la possédaient comme on possède du bétail. Delilah était connue pour ses talents exceptionnels. Dans un milieu où la gastronomie française influençait fortement la cuisine créole, où les propriétaires rivalisaient pour offrir les repas les plus raffinés lors de leur réception, une cuisinière capable de préparer des plats à la hauteur de leurs ambitions valait son pesant d'or. Elle maîtrisait les sauces complexes, les pâtisseries délicates, les rôtis parfaitement assaisonnés qui faisaient la réputation d'une maison. Certains propriétaires la louaient pour des occasions spéciales, payant des sommes considérables à son maître du moment pour bénéficier de ses services durant un banquet particulièrement important. Mais derrière les plats exquis qu'elle préparait, derrière le masque d'obéissance qu'elle portait en présence de ses oppresseurs, Delilah cachait une intelligence aiguisée et une mémoire impitoyable. Elle avait vu sa fille aînée vendue à un marchand d'esclaves quand celle-ci avait atteint l'âge de 12 ans, arrachée à ses bras en pleine nuit pour être expédiée vers les plantations de coton du Mississippi profond. Elle avait vu son compagnon fouetté à mort pour avoir osé regarder dans les yeux le fils du propriétaire qui l'avait insulté. Elle avait vu des femmes qu'elle connaissait depuis l'enfance disparaître dans les quartiers privés des maîtres pour en ressortir brisées, le regard vide, enceintes d'enfants qui seraient à leur tour vendus comme du bétail. Et elle avait écouté. Dans les cuisines, les domestiques entendaient tout. Les propriétaires parlaient librement devant eux, comme s'ils étaient des meubles,
incapable de comprendre ou de se souvenir. Delilah avait entendu les discussions sur les prix du sucre, les dettes de jeu, les rivalités entre familles, les secrets honteux que l'on cachait derrière les façades impeccables. Elle connaissait les vices, les peurs, les faiblesses de chaque homme qui s'asseyait à ces tables opulentes pour dévorer les festins qu'elle préparait. La Louisiane de cette époque était également une région où la médecine demeurait rudimentaire, particulièrement en dehors de la Nouvelle-Orléans. Les plantations isolées ne bénéficiaient que rarement de la visite de médecins qualifiés. On faisait appel à des praticiens locaux, souvent formés par apprentissage plutôt que par études formelles, qui appliquaient des traitements hérités de traditions diverses, mêlant connaissances européennes, remèdes amérindiens et pratiques venues d'Afrique. Les diagnostics restaient approximatifs, basés sur l'observation des symptômes visibles et sur des théories humorales qui remontaient à l'Antiquité. Cette limitation médicale constituait un élément crucial du contexte dans lequel Delilah allait opérer. Les morts étaient fréquentes, souvent attribuées aux fièvres tropicales, au choléra, à la dysenterie, à la fièvre jaune qui décimait régulièrement les populations. Un homme en bonne santé pouvait tomber malade et mourir en quelques jours sans que personne ne s'en étonne vraiment. La mort faisait partie du paysage, acceptée avec un fatalisme teinté de religiosité. On priait, on organisait des funérailles élaborées, on héritait, et la vie continuait. Tout commença réellement en novembre 1852, lors d'un banquet organisé par Édouard Lavergne, propriétaire d'une plantation de près de 300 hectares dans la paroisse Saint-Jacques. Lavergne était connu pour son caractère impitoyable et sa cruauté envers ses esclaves. Des témoignages ultérieurs révélèrent qu'il pratiquait des châtiments d'une brutalité exceptionnelle, même selon les standards atroces de l'époque. Il avait fait construire ce que l'on appelait dans la région une maison de correction, un bâtiment isolé derrière les champs où il enfermait ceux qu'il jugeait désobéissants, les privant de nourriture pendant des jours, les suspendant par les poignets à des poutres, inventant des supplices qui laissaient des marques permanentes sur les corps et les esprits. Ce soir de novembre, Lavergne recevait une douzaine d'autres propriétaires pour célébrer une saison de récolte particulièrement profitable. Les prix du sucre avaient atteint des sommets sur les marchés européens, et ces hommes se réunissaient pour fêter leur enrichissement commun. Delilah, qui appartenait alors à un certain Armand Duchesne, avait été louée spécialement pour l'occasion. Duchesne était fier de sa cuisinière et acceptait volontiers de la prêter contre rémunération généreuse, augmentant ainsi ses propres revenus. Le festin qu'elle prépara ce soir-là dépassait en magnificence tout ce que Lavergne avait offert auparavant. Les convives se délectèrent d'huîtres fraîches du Golfe, d'un consommé de tortue préparé selon la méthode créole, d'un rôti de venaison aux érelles sauvages, de poissons grillés dans des feuilles de bananier, de légumes confits dans du beurre aux herbes, et pour finir, d'un gâteau à la noix de pécan nappé d'une crème au rhum qui fit l'unanimité. Les vins coulèrent abondamment, importés de France à grands frais, et la soirée se prolongea tard dans la nuit, emplie de rires gras, de plaisanteries ordurières et de discussions sur les meilleures méthodes pour maximiser la productivité de la main-d'œuvre servile. 3 jours plus tard, Édouard Lavergne commença à ressentir des douleurs abdominales intenses. Au début, il ne s'en inquiéta pas outre mesure, attribuant ses crampes à un excès de table, fréquent après de telles bombances. Mais les douleurs s'intensifièrent rapidement, devenant insupportables. Il vomissait du sang, ses selles contenaient des traces écarlates et une fièvre violente le terrassait. Le médecin local, un certain docteur Alphonse Girard, fut appelé en urgence. Girard examina le patient, prit son pouls, observa sa langue, écouta sa respiration. Il diagnostiqua une inflammation sévère des intestins, probablement causée par une infection bactérienne consécutive à la consommation de viande ou de poissons avariés. Il prescrivit des saignées, du laudanum pour atténuer la douleur, et des cataplasmes à base d'argile et de plantes censés attirer les humeurs mauvaises hors du corps. Mais rien n'y fit.
Édouard Lavergne hurla de douleur pendant 4 jours avant de succomber. Son corps ravagé de l'intérieur, ses entrailles littéralement déchirées par quelque chose que le médecin ne parvenait pas à identifier. La mort de Lavergne causa une certaine émotion dans la paroisse, mais pas au point de déclencher une enquête approfondie. C'était un homme riche, certes, mais pas particulièrement apprécié même parmi ses pairs. Beaucoup le considéraient comme excessif dans ses méthodes, une brute dénuée de la sophistication que l'on attendait d'un gentilhomme planteur. Sa veuve hérita de la plantation et engagea rapidement un gérant pour continuer l'exploitation. La vie reprit son cours. Ce que personne ne remarqua, ce fut le léger sourire qui effleura les lèvres de Delilah lorsqu'elle apprit la nouvelle, 2 semaines plus tard, dans les cuisines de la plantation Duchesne. Elle ne dit rien, ne manifesta aucune émotion particulière, mais quelque chose en elle venait de changer. Une porte s'était ouverte dans son esprit, révélant une possibilité qu'elle n'avait jamais envisagée auparavant avec autant de clarté. Si les dieux ou le destin ne puniraient jamais ces hommes pour leurs crimes, peut-être qu'elle le pouvait. 2 mois plus tard, en janvier 1853, un autre planteur mourut dans des circonstances similaires. Augustin Ferrand, propriétaire dans la paroisse Iberville, succomba après 5 jours d'agonie, présentant exactement les mêmes symptômes que Lavergne. Douleur abdominale déchirante, vomissements sanglants, fièvre incoercible. Ferrand avait participé au banquet de Lavergne, mais plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis et personne n'établit de lien entre les 2 décès. Le médecin qui l'examina conclut également à une inflammation intestinale, probablement causée par les miasmes malsains qui s'élevaient des marécages environnants durant l'hiver humide. Ce que l'on ignorait, c'est que Ferrand avait organisé son propre dîner 1 semaine avant de tomber malade. Un repas plus modeste que celui de Lavergne, auquel avaient assisté seulement 5 autres propriétaires de la région, et que Delilah, encore une fois louée pour l'occasion, avait préparé tous les plats servis ce soir-là. À mesure que les mois de 1853 s'écoulaient, une série de décès commença à jalonner les paroisses sucrières avec une régularité troublante. Ils n'étaient pas suffisamment rapprochés pour alarmer immédiatement, ni suffisamment nombreux pour suggérer une épidémie. Mais ils présentaient tous des caractéristiques communes qui auraient dû interpeller les autorités si celles-ci avaient été plus attentives ou moins corrompues par les intérêts des planteurs eux-mêmes. En mars, ce fut Lucien Broussard qui mourut après un banquet qu'il avait organisé pour célébrer l'achat de 30 nouveaux esclaves venus directement des marchés de Charleston. Broussard était réputé pour séparer systématiquement les familles lors de ces achats, choisissant les individus uniquement en fonction de leur force physique et de leur âge, sans égard aucun pour les liens de parenté. Il se vantait ouvertement de cette pratique, affirmant qu'elle évitait les révoltes et les tentatives d'évasion, les individus isolés étant plus faciles à contrôler que les groupes familiaux solidaires. En mai, Théodore Blanchard succomba à son tour. Blanchard possédait une plantation plus petite, mais il était connu pour louer ses esclaves à d'autres propriétaires durant les périodes creuses, une pratique qui séparait brutalement les personnes de leurs proches pendant des mois, parfois des années. Les témoignages ultérieurs révélèrent qu'il facturait également un tarif supplémentaire si les femmes qu'il louait revenaient enceintes, considérant les futurs enfants comme un bonus commercial qu'il comptabilisait froidement dans ses registres. En juillet, alors que la chaleur étouffante de l'été louisianais rendait le travail dans les champs presque insoutenable, Mathieu Robichaud mourut dans les mêmes conditions atroces. Robichaud avait la réputation d'organiser ce qu'il appelait des courses, forçant les esclaves à courir pieds nus sur des chemins caillouteux, tandis que lui et ses invités les poursuivaient à cheval, pariant sur celui qui tiendrait le plus longtemps avant de s'effondrer d'épuisement. Chaque décès était précédé d'un banquet, parfois une grande réception, parfois un simple dîner entre quelques propriétaires, mais toujours un repas préparé avec un soin méticuleux, toujours des plats d'une qualité exceptionnelle qui faisaient à la fierté de l'hôte. Et toujours dans l'ombre des cuisines, Delilah œuvrait en silence, ses mains expertes transformant les ingrédients en mets délicieux,
ses yeux observant calmement les hommes qui se gobergeaient sans se douter de rien. Les médecins locaux commençaient à s'interroger sur cette série de maladies intestinales, mais leurs explications restaient ancrées dans les théories médicales de l'époque. Certains évoquaient une possible contamination de l'eau potable, d'autres incriminaient la qualité du sucre brut qui aurait pu fermenter de manière toxique, quelques-uns suggéraient même que les conditions atmosphériques particulières de l'année, avec une humidité exceptionnellement élevée, favorisaient le développement de miasmes pestilentiels invisibles. Une chose que personne ne considérait, c'était le verre. Le verre pilé si finement qu'il devenait presque invisible, mélangé à des sauces épaisses, incorporé dans des farces riches, saupoudré sur des crèmes onctueuses. Le verre qui ne se dissout pas dans l'estomac, qui traverse le système digestif en lacérant méthodiquement les parois internes, créant des milliers de microcoupures qui saignent lentement, provoquant des inflammations massives, des infections secondaires, une agonie prolongée que rien ne peut soulager parce que la cause réelle du mal demeure invisible, impalpable, insoupçonnable. Delilah avait découvert cette méthode presque par accident des années auparavant, lorsqu'elle avait observé les effets d'un verre brisé sur un rat qui avait mangé des restes tombés au sol de la cuisine. L'animal avait agonisé pendant des jours, perdant progressivement ses forces, saignant de l'intérieur. Elle avait alors compris le potentiel terrifiant de cette substance banale, présente partout, utilisée quotidiennement, au-dessus de tout soupçon. Des verres se cassaient régulièrement dans les cuisines. Les fragments étaient balayés, jetés, oubliés. Qui aurait l'idée de les examiner, de les compter, de vérifier si quelques éclats avaient été délibérément conservés? Elle avait appris à broyer le verre avec une patience infinie, utilisant un mortier en pierre caché dans un recoin sombre de la remise à outils, travaillant tard dans la nuit quand tous dormaient, réduisant les fragments en une poudre d'une finesse comparable à celle du sucre cristallisé. Elle conservait cette poudre mortelle dans de petits sachets de tissu cousus à la main, dissimulés dans les ourlets de ses jupes, transportés d'une plantation à l'autre lors des locations, prêts à être utilisés au moment opportun. Car Delilah ne choisissait pas ses victimes au hasard. Chaque homme qu'elle marquait pour la mort était soigneusement sélectionné selon des critères précis. Elle écoutait les conversations des domestiques, compilait les témoignages sur les pires cruautés, identifiait ceux dont la disparition serait non seulement méritée, mais peut-être même bénéfique pour les centaines de personnes asservies sous leur joug. Elle ne se considérait pas comme une meurtrière, mais comme un instrument de justice dans un monde où la justice institutionnelle n'existait pas pour les gens comme elle. Et elle était méticuleuse dans son exécution. Jamais elle n'ajoutait le verre pilé à tous les plats d'un banquet, seulement à ceux destinés à sa cible principale. Elle variait les méthodes d'incorporation pour éviter toute régularité détectable. Parfois dans la sauce, parfois dans la farce, parfois saupoudrée sur un dessert spécifique. Elle attendait toujours plusieurs semaines entre chaque action, laissant le temps aux soupçons de se dissiper, aux médecins d'attribuer les décès à des causes naturelles, aux familles d'enterrer leurs morts et de passer à autre chose. Pendant ce temps, elle continuait à travailler comme si de rien n'était, préparant des repas ordinaires pour les plantations où elle résidait, acceptant avec une humilité apparente les compliments sur ses talents culinaires, gardant précieusement le secret qui grandissait en elle comme une flamme noire. Elle ne se confiait à personne, pas même aux autres esclaves en qui elle avait confiance. Ce fardeau était le sien seul, cette vengeance méthodique sa responsabilité exclusive. Les mois continuaient à défiler et la liste s'allongeait. En septembre 1853, Philippe Marchand mourut 3 jours après avoir organisé un souper pour fêter l'engagement de sa fille avec le fils d'un autre planteur. Marchand était connu pour avoir marqué au fer rouge le visage d'un esclave qui avait tenté de s'enfuir, voulant que cette cicatrice serve d'avertissement permanent à tous les autres. En novembre, Clément Dufour succomba après un dîner intime avec seulement 3 autres propriétaires. Dufour avait la réputation de violer systématiquement les jeunes filles esclaves dès qu'elles atteignaient la puberté, engendrant des dizaines d'enfants qu'il vendait ensuite sans le moindre remords. À ce stade, quelques voix commençaient à s'élever pour suggérer qu'il se passait quelque chose d'anormal.
Trop de propriétaires en bonne santé mouraient subitement de maladies intestinales. Mais ces inquiétudes se heurtaient à plusieurs obstacles majeurs. D'abord, l'absence totale de compréhension médicale des mécanismes réels en jeu. Ensuite, la dispersion géographique des victimes à travers plusieurs paroisses, rendant difficile l'identification d'un schéma clair. Enfin et surtout, la résistance psychologique des planteurs eux-mêmes à imaginer qu'ils pourraient être délibérément ciblés par leurs propres esclaves. Car admettre une telle possibilité revenait à reconnaître que les personnes qu'ils traitaient comme du bétail possédaient l'intelligence, la détermination et la capacité d'organisation nécessaires pour mener une campagne de meurtre sur plusieurs années. Cela remettait en question toute l'idéologie raciste sur laquelle reposait l'institution de l'esclavage, toutes les justifications pseudo-scientifiques et religieuses qui permettaient à ces hommes de se regarder dans un miroir sans voir les monstres qu'ils étaient réellement devenus. Il était psychologiquement plus confortable de croire à une série de coïncidences malheureuses qu'à l'existence d'une vengeance méthodique orchestrée par une cuisinière asservie. L'année 1854 débuta dans une atmosphère croissante de malaise parmi les planteurs des paroisses sucrières. Les décès continuaient avec une régularité désormais impossible à ignorer, et les conversations dans les clubs privés et les salons se teintaient d'une inquiétude voilée. Pourtant personne ne voulait paraître superstitieux ou crédule en évoquant publiquement l'hypothèse d'un complot. On parlait plutôt d'une maladie mystérieuse, peut-être une nouvelle forme de choléra ou une variante inconnue de dysenterie tropicale qui affecterait spécifiquement les hommes d'un certain âge et d'un certain statut social. Le docteur Alphonse Girard, qui avait maintenant soigné plusieurs des victimes, commençait à développer ses propres théories. Il avait remarqué que les symptômes, bien que cohérents d'un patient à l'autre, ne correspondaient exactement à aucune maladie répertoriée dans ses manuels médicaux. Les saignements internes étaient trop diffus, trop généralisés, comme si quelque chose lacérait les parois intestinales sur toute leur longueur, plutôt que de créer des lésions localisées comme le feraient des bactéries ou des parasites. Il écrivit une lettre à un confrère de la Nouvelle-Orléans, un certain docteur Henri Lalande, qui possédait une réputation de chercheur minutieux et avait étudié la médecine en Europe. Dans cette lettre, Girard décrivait en détail les symptômes observés et sollicitait l'avis de Lalande sur les causes possibles. La réponse qu'il reçut quelques semaines plus tard contenait une hypothèse glaçante. Selon Lalande, les symptômes correspondaient à ceux de personnes ayant ingéré des substances abrasives microscopiques, comme du sable très fin ou plus probablement du verre broyé. Cette révélation frappa Girard comme un coup de tonnerre. Si Lalande avait raison, cela signifiait que les décès n'étaient pas dus à une maladie naturelle, mais à des empoisonnements délibérés. Mais comment le verre pilé aurait-il pu se retrouver dans la nourriture de tant d'hommes différents, sur une période de plus d'1 an, à travers plusieurs paroisses? Était-ce une contamination accidentelle quelque part dans la chaîne d'approvisionnement, ou quelque chose de plus sinistre? Girard décida de garder cette information confidentielle pour le moment, craignant de déclencher une panique généralisée sans preuves solides. Il commença néanmoins à poser des questions discrètes, à rechercher des points communs entre les victimes au-delà de leur statut de propriétaire de plantation. Ce qu'il découvrit rapidement, c'est que presque tous avaient organisé ou participé à des banquets importants dans les semaines précédant leur mort. Cette découverte le mena naturellement à s'intéresser aux cuisiniers et aux cuisinières qui avaient préparé ces repas. Pendant ce temps, Delilah continuait son œuvre avec la même détermination froide. En février, Gabriel Fontaine mourut après un dîner qu'il avait donné pour impressionner un banquier de la Nouvelle-Orléans, dont il espérait obtenir un prêt pour agrandir sa plantation. Fontaine était particulièrement détesté parmi les esclaves de la région car il avait instauré un système de délation, offrant de maigres récompenses à ceux qui rapporteraient les paroles ou les actions subversives de leurs compagnons, créant ainsi une atmosphère de méfiance et de trahison permanente. En avril, ce fut Honoré Villeneuve qui succomba. Villeneuve possédait une des plantations les plus vastes de la paroisse Saint-Martin, et il était connu pour avoir développé ce qu'il considérait comme une méthode révolutionnaire de travail.
Il obligeait ses esclaves à travailler dans les champs de canne par équipe de 2, les attachant l'un à l'autre avec des chaînes courtes, de sorte que si l'un faiblissait, l'autre devait supporter son poids en plus du sien propre. Cette méthode, prétendait-il, augmentait la productivité en créant une pression sociale entre les travailleurs. Mais 1854 marqua un tournant dans l'histoire. Delilah fut vendue. Armand Duchesne, qui la possédait depuis plusieurs années, traversait des difficultés financières suite à de mauvaises récoltes et des dettes de jeu accumulées. Il organisa une vente aux enchères de plusieurs de ses esclaves, et Delilah, en raison de sa réputation exceptionnelle comme cuisinière, attira rapidement les enchères. Elle fut finalement achetée par un consortium de 3 propriétaires qui décidèrent de la partager, chacun bénéficiant de ses services à tour de rôle durant l'année. Cette nouvelle situation offrit à Delilah une mobilité encore plus grande qu'auparavant. Elle circulait désormais régulièrement entre 3 plantations différentes, toutes situées dans la paroisse Ascension, et elle était fréquemment louée par d'autres propriétaires pour des occasions spéciales. Cette circulation constante rendait encore plus difficile l'établissement d'un lien entre sa présence et les décès qui continuaient à se produire avec une régularité méthodique. Le docteur Girard, poursuivant son enquête discrète, découvrit un détail troublant. Dans plusieurs des maisons où étaient morts ses patients, le même nom revenait lorsqu'il interrogeait les domestiques sur l'identité des cuisiniers ayant préparé les derniers repas importants. Ce nom était Delilah, mais ce n'était pas une preuve en soi. Delilah était simplement la meilleure cuisinière de la région. Il était donc naturel que son nom apparaisse fréquemment dans le contexte de banquets et de dîners d'importance. Girard était déchiré. D'un côté, son intuition médicale lui soufflait qu'il tenait peut-être une piste sérieuse. De l'autre, accuser formellement une esclave d'avoir empoisonné méthodiquement une douzaine de propriétaires blancs sans la moindre preuve matérielle équivalait à signer son arrêt de mort. Les lois de l'époque ne prévoyaient qu'une seule punition pour un tel crime, quelle que soit la véracité des accusations, la pendaison publique, souvent précédée de tortures destinées à obtenir des aveux. Il décida d'adopter une approche différente. Il contacta discrètement quelques autres médecins qui avaient soigné des victimes, leur exposant l'hypothèse du ver pilé sans mentionner ses soupçons sur Delilah. Sa proposition était de conduire ensemble une autopsie approfondie sur la prochaine victime, s'il devait y en avoir une, afin de chercher des traces physiques de substances abrasives dans les organes internes. Plusieurs médecins acceptèrent, intrigués par cette théorie qui expliquait enfin les symptômes déroutants qu'ils avaient observés. L'occasion se présenta plus tôt qu'ils ne l'auraient souhaité. En juin 1854, Sébastien Leclerc, un propriétaire de la paroisse Iberville, tomba gravement malade après un banquet qu'il avait organisé pour célébrer l'anniversaire de son épouse. Leclerc était un homme corpulent, d'une 50aine d'années, réputé pour sa santé robuste malgré ses excès alimentaires et sa consommation immodérée d'alcool. Il était également connu pour sa pratique consistant à nourrir ses esclaves avec les restes les plus avariés, croyant que cela économisait l'argent et que de toute façon, les estomacs de ces gens étaient habitués à tout digérer. Les symptômes familiers se manifestèrent rapidement. Douleurs abdominales intenses, vomissements sanglants, fièvre galopante. Girard fut appelé immédiatement et, reconnaissant le schéma habituel, contacta discrètement ses confrères. 3 autres médecins se joignirent à lui au chevet de Leclerc, observant attentivement l'évolution de la maladie, prenant des notes détaillées, préparant mentalement l'examen post-mortem qu'ils espéraient pouvoir mener. Leclerc mourut au bout de 6 jours d'agonie. Sa veuve, effondrée de douleur, accepta néanmoins la demande des médecins de procéder à une autopsie, persuadés par leur argument qu'identifier la cause exacte du décès pourrait prévenir d'autres morts similaires dans la région. L'examen fut conduit dans une pièce isolée de la plantation, loin des regards, dans une atmosphère de solennité scientifique mêlée d'appréhension. Ce qu'ils découvrirent confirma leurs pires craintes, tout en dépassant leurs attentes les plus sombres. Les parois intestinales de Leclerc étaient littéralement criblées de milliers de micro-perforations, comme si quelqu'un avait passé du papier de verre à l'intérieur de ses entrailles.
Des fragments minuscules, presque invisibles à l'œil nu, brillaient sous la lumière des lampes à huile lorsqu'on examinait les tissus de très près. L'un des médecins, utilisant une loupe, parvint à isoler quelques-unes de ces particules et à confirmer leur nature, du verre, broyé si finement qu'il ressemblait à du sucre en poudre. La révélation provoqua un silence glacial parmi les 4 hommes présents. Il venait de confirmer que quelqu'un, quelque part, empoisonnait méthodiquement les propriétaires de plantations de la région avec une méthode d'une cruauté raffinée. L'empoisonnement au verre pilé était connu dans la littérature médicale, mais extrêmement rare, car il nécessitait une préméditation extraordinaire et un accès direct à la nourriture des victimes. Ce n'était pas le crime d'un fou agissant impulsivement, mais celui d'un esprit calculateur, patient, implacable. Girard prit la parole après un long moment de réflexion. Il leur exposa sa découverte concernant Delilah, le fait que son nom apparaissait dans le contexte de presque tous les banquets précédant les décès. Les autres médecins écoutèrent avec une attention intense, pesant les implications de cette information. L'un d'eux, le docteur Lalande, qui avait fait le voyage depuis la Nouvelle-Orléans, souleva le point le plus délicat. Même s'ils avaient maintenant la preuve que les victimes avaient été empoisonnées, et même s'ils avaient un suspect plausible, comment prouver le lien direct entre Delilah et l'administration du poison? Car accuser publiquement Delilah sans preuves irréfutables pourrait avoir des conséquences désastreuses. Si elle était innocente, ils auraient causé l'exécution d'une femme pour rien. Si elle était coupable mais qu'ils ne pouvaient pas le prouver légalement, son propriétaire actuel pourrait les poursuivre pour diffamation et destruction de propriété. Car une fois accusée, Delilah ne vaudrait plus rien sur le marché, son nom étant à jamais associé aux soupçons d'empoisonnement. Et pire encore, si l'affaire devenait publique avant qu'il n'ait rassemblé suffisamment de preuves, la personne responsable, quelle qu'elle soit, pourrait simplement arrêter ses activités et disparaître dans l'anonymat des centaines d'esclaves de la région. Ils décidèrent d'une stratégie prudente. Stratégie. Girard continuerait à surveiller discrètement les déplacements de Delilah, notant quand et où elle préparait des repas importants. Pendant ce temps, Lalande retournerait à la Nouvelle-Orléans et consulterait des archives légales pour trouver des précédents de cas similaires et déterminer quel type de preuves serait nécessaire pour obtenir une condamnation devant un tribunal. Les 2 autres médecins s'engageaient à autopsier toute nouvelle victime présentant les symptômes caractéristiques pour accumuler des preuves médico-légales indiscutables. Juillet et août 1854 passèrent dans une atmosphère de tension croissante. Girard suivait Delilah comme une ombre invisible, interrogeant discrètement les domestiques des plantations où elle travaillait, essayant de comprendre ses habitudes, ses mouvements, ses interactions. Ce qu'il découvrit le troubla profondément. Delilah était une femme d'une intelligence remarquable, respectée même par les autres esclaves malgré le silence qui l'entourait. Elle ne se mêlait pas aux conversations frivoles, ne participait pas aux rares moments de détente communautaire. Elle travaillait, observait et gardait ses pensées pour elle-même. Mais ce qui dérangeait le plus Girard, c'était l'absence totale de malveillance apparente dans son comportement. Elle n'était pas une furie déchaînée, pas une folle aux yeux hagards. Elle préparait ses plats avec un soin méticuleux, un amour presque du travail bien fait. Les domestiques qui travaillaient avec elle rapportaient qu'elle était exigeante mais juste, qu'elle ne tolérait aucune négligence dans la préparation de la nourriture, qu'elle insistait pour que tout soit parfait, impeccable, digne des tables les plus raffinées. Cette contradiction entre l'image de la criminelle impitoyable qu'il imaginait et la réalité de la femme qu'il observait le plongeait dans un malaise moral dont il n'arrivait pas à se défaire. Était-il même juste de vouloir l'arrêter? Ces hommes qu'elle tuait, si c'était bien elle qui les tuait, n'étaient-ils pas eux-mêmes des monstres? Girard avait soigné suffisamment d'esclaves blessés par leur maître pour connaître l'ampleur des atrocités commises quotidiennement dans ses plantations. Il avait vu des dos lacérés jusqu'à l'os, des membres brisés par des punitions disproportionnées, des enfants arrachés à leur mère et vendus comme du bétail. Mais son serment de médecin,
Sa croyance en la loi et l'ordre, même imparfait, lui interdisait de laisser des meurtres se poursuivre sans réagir, quelles que soient les justifications morales qu'on pourrait leur trouver. Il était pris dans un dilemme qui le tourmentait chaque nuit, l'empêchant de dormir, le forçant à se confronter à des questions sur la justice, la vengeance et la valeur relative des vies humaines dans une société fondée sur l'injustice institutionnalisée. En septembre, alors que la saison des récoltes approchait à nouveau, un événement imprévu vint compliquer la situation. L'un des 3 propriétaires qui se partageaient les services de Delilah, un certain Bernard Thibaudeau, annonça qu'il organisait un grand banquet pour célébrer le mariage de son fils aîné. Ce serait l'événement social le plus important de l'année dans la région, avec plus de 30 invités, dont plusieurs propriétaires qui figuraient sans doute sur la liste mentale de Delilah, si elle en avait vraiment une. Girard comprit immédiatement que ce banquet représentait une opportunité exceptionnelle pour Delilah, mais également un piège potentiel pour lui-même. S'il ne faisait rien et que plusieurs convives tombaient malades après le repas, il serait complice par son silence. Mais s'il intervenait publiquement sans preuve solide, il risquait de ruiner sa réputation et de permettre aux véritables coupables, si ce n'était pas Delilah, de continuer ses activités en toute impunité. Il prit une décision audacieuse. Il se rendit chez Thibaudeau quelques jours avant le banquet, sous prétexte d'une visite de courtoisie, et demanda à observer les préparatifs du repas, prétextant un intérêt pour les arts culinaires créoles qu'il comptait documenter dans un article pour une revue médicale de La Nouvelle-Orléans. Thibaudeau, flatté par cette attention, accepta volontiers. C'est ainsi que Girard se retrouva dans les cuisines de la plantation Thibaudeau, observant Delilah travailler. Elle ne montra aucun signe de nervosité face à sa présence, continuant à préparer les plats avec la même concentration imperturbable. Girard la regarda pétrir de la pâte, découper des légumes, assaisonner des viandes, préparer des sauces complexes. Il observait chacun de ses gestes, cherchant le moment où elle ajouterait la poudre mortelle, mais ne vit rien de suspect. Les heures passèrent ainsi, Girard prenant des notes qui n'avaient aucun sens, feignant un intérêt académique qu'il ne ressentait pas, tout en gardant les yeux rivés sur Delilah. Elle leva les yeux vers lui à plusieurs reprises, et dans ces brefs instants de contact visuel, Girard crut percevoir quelque chose qu'il ne parvenait pas à définir. Ce n'était pas de la peur, ni de la défiance. C'était quelque chose de plus profond, de plus ancien. Une reconnaissance peut-être, ou une résignation, comme si elle savait exactement pourquoi il était là, et qu'elle avait déjà accepté ce qui allait inévitablement suivre. Le soir du banquet arriva. La demeure de Thibaudeau brillait de 1000 chandelles. Les invités affluaient dans leurs plus beaux atours, l'atmosphère était à la fête et à l'insouciance. Girard avait réussi à se faire inviter en invoquant son statut de médecin respecté de la région, et il s'installa à table avec les autres convives, observant discrètement chaque plat qui était servi, cherchant des signes de contamination qu'il savait impossibles à détecter visuellement. Le repas fut magnifique. Les convives se délectèrent de plat après plat, louant le talent extraordinaire de la cuisinière, spéculant sur les sommes faramineuses que Thibaudeau devait payer pour s'assurer ses services. Le vin coulait à flots, les conversations s'animaient, ponctuées de rires tonitruants et de plaisanteries grasses. Personne ne semblait conscient que ce festin pourrait être leur dernier. Girard mangea peu, prétextant des problèmes digestifs, et observa. Il vit Thibaudeau lever son verre pour porter un toast à son fils et à sa future belle-fille. Il vit plusieurs des propriétaires qu'il savait être particulièrement cruels envers leurs esclaves se goinfrer sans retenue, leur visage rouge de vin et de satisfaction. Il vit le luxe obscène de cette assemblée, le contraste brutal entre cette opulence et la misère des centaines de personnes asservies qui, à quelques centaines de mètres de là, dormaient entassés dans des cabanes délabrées après une journée de travail épuisant. Et dans un coin de la salle à manger, à moitié dissimulé par une tenture, il aperçut Delilah qui observait la scène, son visage impassible ne trahissant aucune émotion. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et cette fois, Girard en fut certain. Elle savait qu'il savait.
et elle attendait de voir ce qu'il allait faire. Les jours qui suivirent le banquet furent parmi les plus angoissants de la vie de Girard. Il attendait les premières nouvelles de Malade, convaincu que son inaction avait condamné plusieurs hommes à mort. Mais les jours passaient, puis les semaines, et personne ne tombait malade. Aucun des convives ne présentait les symptômes caractéristiques. Tous semblaient en parfaite santé, vaquant à leurs occupations habituelles comme si de rien n'était. Girard était décontenancé. Avait-il eu tort depuis le début? Delilah était-elle innocente après tout? Ou bien avait-elle simplement décidé d'épargner les invités de ce banquet particulier, peut-être parce qu'elle avait senti sa surveillance, peut-être pour une raison qu'il ne pouvait comprendre. Il se sentait comme un homme qui aurait passé des mois à poursuivre une ombre pour finalement découvrir qu'elle n'avait jamais existé. Mais en octobre, ses doutes furent balayés de la manière la plus brutale. Antoine Roussel, un propriétaire de la paroisse Ascension, qui n'avait pas assisté au banquet de Thibaudeau, mais qui avait organisé son propre dîner intime la semaine précédente, avec seulement 4 autres convives, tomba gravement malade. Les symptômes étaient identiques à ceux des victimes précédentes. Roussel mourut après 5 jours d'une agonie atroce, et l'autopsie que Girard pratiqua avec l'aide de Lalande confirma la présence de vers pilés dans ses intestins ravagés. Girard interrogea discrètement les domestiques de Roussel et apprit ce qu'il craignait. Delilah avait préparé ce dîner. Elle avait été louée spécifiquement pour l'occasion, comme elle l'était si souvent. Le schéma se répétait avec une précision mécanique. Delilah cuisinait, quelqu'un mourait, mais jamais immédiatement. Toujours avec un délai suffisant pour dissiper les soupçons. Toujours d'une manière qui pouvait être attribuée à une maladie naturelle, si l'on n'y regardait pas de trop près. La révélation la plus troublante vint lorsque Girard apprit les détails du dîner chez Roussel. Celui-ci avait invité 4 autres propriétaires, mais seul lui était tombé malade. Les 4 convives se portaient parfaitement bien. Cela signifiait que Delilah ne contaminait pas tous les plats au hasard, mais ciblait spécifiquement certaines personnes. Elle choisissait ses victimes avec une précision chirurgicale, ce qui renforçait l'hypothèse qu'elle agissait selon des critères précis, une liste établie, une vengeance méthodique plutôt qu'un massacre aveugle. Roussel, Girard le savait par les témoignages qu'il avait recueillis, était un homme d'une cruauté exceptionnelle, même selon les standards déplorables de l'époque. Il avait instauré dans sa plantation un système de punition collective, où si un esclave commettait une infraction, c'était tout son groupe de travail qui était puni, créant ainsi une pression sociale terrifiante, où chacun devait surveiller et contrôler les autres sous peine de souffrir pour leurs actions. Cette méthode avait conduit à plusieurs suicides parmi ses esclaves, des hommes et des femmes qui n'avaient plus supporté le poids psychologique de ce système pervers. Si cela vous a glacé le sang, prenez un moment pour liker cette vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Croyez-vous que Delilah ait agi seule ou qu'elle n'ait pu avoir des complices? Votre engagement aide cette chaîne à continuer de vous apporter ces récits historiques fascinants et troublants. Novembre 1854 marqua le point culminant de cette affaire sinistre. Girard, rongé par le dilemme moral et l'incertitude, décida finalement qu'il ne pouvait plus rester spectateur passif. Il convoqua une réunion secrète avec Lalande et les 2 autres médecins qui avaient participé aux autopsies. Cette rencontre eut lieu dans une chambre d'hôtel discrète de Donaldsonville, loin des regards indiscrets et des oreilles curieuses. Les 4 hommes passèrent la nuit à débattre de ce qu'ils devaient faire. Les preuves médicales étaient désormais irréfutables. Au moins 15 propriétaires avaient été empoisonnés au verre pilé sur une période de 2 ans. Les preuves circonstancielles pointaient toutes vers Delilah. Elle avait préparé les repas précédant presque tous les décès. Elle avait accès aux cuisines et aux ingrédients. Elle possédait l'intelligence et les compétences nécessaires pour exécuter un tel plan avec une précision terrifiante. Mais les preuves directes, celles qui permettraient une condamnation légale, faisaient cruellement défaut. Personne ne l'avait vue broyer du verre ou l'incorporer à la nourriture. Aucun sachet de poudre suspecte n'avait été trouvé en sa possession. Elle n'avait jamais fait d'aveu, jamais trahi la moindre culpabilité.
Tout reposait sur des déductions, aussi logiques fussent-elles. Lalande exposa la réalité juridique avec une franchise brutale. Dans le système légal de l'époque, le témoignage d'un esclave contre un blanc n'avait aucune valeur. Delilah ne pourrait même pas témoigner en sa propre défense. Le procès, si procès il y avait, serait expéditif. On la condamnerait sur la base de soupçons. On la torturerait pour obtenir des aveux qui seraient probablement faux, arrachés par la douleur plutôt que correspondant à la vérité, et on la pendrait publiquement pour servir d'exemple. Justice ne serait pas rendue, seulement la vengeance blanche contre la menace noire. Un des médecins suggéra une alternative audacieuse. Plutôt que de porter l'affaire devant les tribunaux, pourquoi ne pas simplement avertir les propriétaires restants du danger? Organiser une réunion privée, exposer les découvertes médicales, recommander que Delilah ne soit plus jamais autorisée à préparer de la nourriture pour des Blancs, la cantonner à des tâches agricoles où elle ne représenterait plus une menace. Cette approche éviterait le spectacle répugnant d'un procès truqué tout en neutralisant le danger. Mais Girard secoua la tête. Avertir les propriétaires revenait à signer l'arrêt de mort de Delilah de manière encore plus certaine qu'un procès. Il la vendrait immédiatement, probablement à un marchand d'esclaves qui l'expédierait vers les plantations de coton du Mississippi profond, où les conditions de travail étaient encore pires qu'en Louisiane, où l'espérance de vie moyenne d'un esclave ne dépassait pas quelques années de labeur épuisant. Ou pire, son propriétaire actuel, craignant pour sa propre sécurité et celle de sa famille, pourrait décider de régler le problème de manière plus définitive et discrète. Les heures passaient, et les 4 hommes tournaient en rond, incapables de trouver une solution qui satisfasse à la fois leur conscience morale et leur respect de la loi. Finalement, alors que l'aube commençait à poindre, Girard prit une décision qui allait sceller le destin de Delilah et marquer sa propre conscience pour le reste de sa vie. Il proposa de confronter Delilah directement, en privé, sans témoin autre que les médecins présents. Lui donner l'opportunité d'avouer ou de nier, de s'expliquer, de leur faire comprendre ses motivations si elle était bien coupable. Ensuite, selon ce qu'elle dirait et comment elle le dirait, il déciderait de la marche à suivre. Ce n'était pas une solution légale, ce n'était même pas une solution logique, mais c'était la seule qui leur permettait de regarder leur reflet dans un miroir sans vomir de dégoût. Les autres médecins acceptèrent avec réticence. 2 jours plus tard, ils se rendirent à la plantation où Delilah travaillait à ce moment-là, l'une des propriétés du consortium qui la possédait. Ils demandèrent à la voir, invoquant une consultation médicale nécessaire pour évaluer la santé des esclaves de la plantation, un prétexte courant qui n'éveilla aucun soupçon. Delilah fut amenée dans une petite cabane isolée, utilisée habituellement pour stocker des outils agricoles. Les 4 médecins l'attendaient, debout dans la pénombre poussiéreuse qui filtrait à travers les planches disjointes. Lorsqu'elle entra, escortée par un contremaître qui referma la porte derrière elle avant de rester en faction à l'extérieur, son visage ne trahit aucune émotion particulière. Elle se tenait droite, les mains jointes devant elle, attendant qu'on lui explique la raison de cette convocation inhabituelle. Girard prit la parole. Il lui expliqua, d'une voix qu'il s'efforçait de garder neutre, ce qu'ils avaient découvert. Les autopsies, le verre pilé, la corrélation entre les banquets qu'elle avait préparés et les décès qui avaient suivi. Il n'utilisa pas de termes accusateurs, ne porta aucun jugement moral, se contenta d'exposer les faits comme un scientifique présenterait les résultats d'une expérience. Delilah écouta jusqu'au bout sans l'interrompre. Lorsque Girard eut terminé, un silence épais s'installa dans la cabane. Les médecins attendaient, le souffle court, se demandant si elle allait nier, avouer ou simplement garder le silence. Les secondes s'égrenaient avec une lenteur insupportable, marquée seulement par le bourdonnement lointain des insectes et les cris occasionnels des oiseaux dans les cyprès environnants. Puis Delilah parla. Sa voix était calme, presque douce, teintée d'un accent créole qui trahissait ses origines. Ce qu'elle dit durant les minutes qui suivirent allait hanter les 4 médecins pour le restant de leur jour. Elle ne nia pas. Elle ne confirma pas non plus explicitement,
Mais elle parla d'une manière qui ne laissait aucun doute sur la vérité. Elle raconta son histoire, pas pour se justifier, pas pour obtenir de la pitié, mais simplement parce qu'après 2 ans de silence absolu, le besoin de mettre des mots sur ce qu'elle avait vécu et sur ce qu'elle avait fait était devenu irrépressible. Elle parla de sa fille, Céleste, vendue à l'âge de 12 ans à un marchand qui l'avait emmenée vers l'ouest et dont elle n'avait plus jamais eu de nouvelles. Elle parla de son compagnon, Samuel, fouetté à mort pour une infraction imaginaire, son corps laissé pendu pendant 3 jours à l'entrée de la plantation comme avertissement aux autres. Elle parla des femmes qu'elle avait connues, violées systématiquement, portant des enfants qu'elle savait devoir abandonner ou voir vendre avant même qu'ils ne sachent marcher. Elle parla des conversations qu'elle avait entendues dans les cuisines, ces hommes discutant de leurs esclaves comme on discuterait de chevaux ou de mules, évaluant leur valeur marchande, spéculant sur leur capacité de reproduction, riant de leurs souffrances comme si tout cela n'était qu'un grand jeu cruel dont ils écrivaient eux-mêmes les règles. Et elle parla de la nuit où elle avait compris qu'elle pouvait faire quelque chose, qu'elle possédait un pouvoir que personne ne soupçonnait, invisible, indétectable, imparable, que dans ses mains passaient chaque jour les repas de ceux qui la possédaient, et qu'entre la cuisine et la table, dans ces quelques minutes où personne ne regardait vraiment, où les domestiques étaient considérés comme des ombres sans importance, elle pouvait transformer un festin en un arrêt de mort. Elle décrivit comment elle avait établi ses critères. Elle ne tuait pas au hasard, ne se vengeait pas aveuglément. Chaque nom sur sa liste mentale avait été soigneusement choisi. Les propriétaires qui séparaient les familles avec une cruauté particulière. Ceux qui violaient les enfants. Ceux qui inventaient des punitions d'une créativité sadique. Ceux qui traitaient leurs esclaves avec un mépris si total qu'ils en perdaient jusqu'à leur humanité la plus basique. Elle expliqua sa méthode avec une précision clinique qui glaça le sang des médecins. Comment elle brisait les verres discrètement, conservait les fragments dans des sachets cousus dans ses vêtements. Comment elle les broyait patiemment, nuit après nuit, jusqu'à obtenir une poudre d'une finesse comparable au sucre. Comment elle choisissait les plats appropriés pour l'incorporation, privilégiant les sauces épaisses, les farces, les desserts crémeux, qui masqueraient totalement la présence de la substance mortelle. Et surtout, elle expliqua pourquoi elle ne ciblait qu'une seule personne par banquet. C'était une question de principe, dit-elle avec une gravité terrifiante. Elle ne voulait pas créer une épidémie de panique, ne voulait pas que sa vengeance soit confondue avec une malédiction divine ou une maladie mystérieuse. Chaque mort devait être distincte, identifiable, liée à un homme spécifique et à ses crimes spécifiques. C'était une exécution judiciaire, pas un massacre aveugle. Lorsqu'elle eut terminé son récit, le silence retomba dans la cabane. Girard se sentait physiquement mal, éprouvant un vertige moral qui lui donnait envie de vomir. Il avait devant lui une femme qui venait d'avouer 15 meurtres prémédités, exécutés avec une patience et une méthodologie qui défiaient l'imagination. Mais il voyait aussi une victime d'un système si monstrueusement injuste que la frontière entre le bien et le mal devenait floue, indistincte, presque impossible à définir. Lalande fut le premier à retrouver l'usage de la parole. Il demanda à Delilah si elle comprenait ce qui allait lui arriver maintenant. Si elle avait conscience que son aveu la condamnait à une mort certaine, probablement précédée de torture. Si elle regrettait ce qu'elle avait fait, si elle demanderait pardon devant Dieu et les hommes. Delilah le regarda directement dans les yeux et répondit avec une simplicité désarmante qu'elle ne regrettait rien, que chaque homme qu'elle avait tué méritait 100 fois sa mort pour les crimes qu'il avait commis, que si Dieu existait vraiment, il la jugerait avec plus de clémence que les hommes ne le feraient, car il connaissait la totalité de son histoire, et pas seulement la partie qui convenait au récit des vainqueurs. Et que oui, elle était prête à mourir, car elle avait déjà accompli ce pourquoi elle était née, prouver que même les plus faibles, même les plus opprimés, possédaient un pouvoir que les puissants ne pouvaient ni contrôler ni prévoir. Cette déclaration eut l'effet d'une gifle sur les 4 médecins.
Ils réalisèrent qu'ils n'avaient pas affaire à une criminelle ordinaire, ni même à une révolutionnaire au sens politique du terme. Delilah incarnait quelque chose de plus profond, de plus ancien, de plus fondamental. La vengeance comme forme ultime de réclamation de dignité humaine dans un système conçu pour la nier absolument. Les médecins sortirent de la cabane sans avoir pris de décision claire. Ils renvoyèrent Delilah à ses tâches et se retirèrent pour délibérer. Pendant plusieurs heures, ils débattirent avec une intensité qui frisait la violence verbale. Certains argumentaient qu'ils avaient le devoir légal et moral de la dénoncer immédiatement. D'autres soutenaient qu'ils seraient complices d'un meurtre judiciaire injuste s'ils livraient Delilah à un système qui ne lui accorderait aucun procès équitable. Finalement, ce fut Girard qui proposa une solution qui allait déterminer le dénouement de cette histoire terrible. Il suggéra de confronter directement les 3 propriétaires qui possédaient actuellement Delilah, de leur exposer les soupçons médicaux sans fournir les détails complets qui permettraient une condamnation certaine, et de recommander fermement que Delilah soit retirée des cuisines et affectée à d'autres tâches. Cette approche, bien qu'imparfaite, permettrait de neutraliser le danger immédiat sans déclencher l'hystérie collective qui suivrait inévitablement une accusation publique. Les autres médecins acceptèrent cette proposition avec soulagement, heureux de trouver une voie médiane entre leur conscience et leurs obligations professionnelles. La rencontre avec les 3 propriétaires fut organisée sous le sceau du secret absolu. Girard présenta ses découvertes médicales concernant les empoisonnements au verre pilé, évoqua les corrélations troublantes entre certains banquets et les décès subséquents, mais se garda bien de nommer Delilah explicitement ou de fournir suffisamment de détails pour permettre une identification certaine. Les propriétaires réagirent avec un mélange de peur et d'incrédulité. L'idée qu'un esclave puisse avoir orchestré une campagne de meurtre aussi sophistiquée sur 2 années entières heurtait tellement leurs convictions racistes fondamentales qu'ils peinaient à y croire. Mais les preuves médicales étaient là, indiscutables, et la peur pour leur propre vie finit par l'emporter sur leurs préjugés. L'un des 3 propriétaires, Charles Bergeron, proposa immédiatement de vendre Delilah, se débarrassant ainsi du problème en le transférant à quelqu'un d'autre. Mais Girard intervint fermement, expliquant que vendre Delilah sans avertir l'acheteur des soupçons qui pesaient sur elle reviendrait à armer un autre homme pour son propre meurtre. Et l'avertir reviendrait à condamner Delilah à mort, car aucun acheteur ne voudrait d'une esclave soupçonnée d'empoisonnement, et celle-ci serait probablement exécutée sommairement pour éviter tout risque. Après de longues discussions, les propriétaires convinrent de retirer Delilah des cuisines définitivement et de l'affecter au travail dans les champs de canne. Cette décision représentait une dégradation brutale de son statut et de ses conditions de vie. Une cuisinière de maison bénéficiait de privilèges relatifs par rapport aux esclaves des champs. Meilleure nourriture, vêtements de qualité supérieure, travail à l'abri des intempéries, reconnaissance d'un certain savoir-faire. Le passage au champ signifiait un labeur éreintant du lever au coucher du soleil, une alimentation minimale, l'exposition constante aux éléments et une espérance de vie considérablement réduite. Mais cette punition, aussi dure fut-elle, permettait à Delilah de rester en vie, ce qui était déjà plus que ce que la plupart des esclaves accusés de crimes contre des Blancs pouvaient espérer. La nouvelle de cette mutation fut annoncée à Delilah sans explication. Un matin de décembre 1854, le contremaître de la plantation où elle travaillait lui ordonna de rassembler ses maigres possessions et de se présenter au baraquement des esclaves des champs. Elle ne manifesta aucune surprise, aucune protestation. Elle savait exactement pourquoi cela arrivait et acceptait cette conséquence avec la même résignation stoïque qui l'avait caractérisée tout au long de son existence. Girard, rongé par la culpabilité et l'incertitude sur la justesse de ses actions, décida de la voir une dernière fois avant qu'elle ne disparaisse dans l'anonymat des champs de canne. Il se rendit à la plantation un soir, prétextant une visite médicale de routine, et demanda à s'entretenir avec Delilah en privé, sous le prétexte d'évaluer sa condition physique avant qu'elle ne commence le travail agricole.
Ils se retrouvèrent dans la même cabane où avait eu lieu la confrontation précédente. Girard ne savait pas vraiment pourquoi il était venu, ni ce qu'il espérait accomplir par cette visite. Peut-être cherchait-il une forme d'absolution, une confirmation qu'il avait fait le bon choix en ne la dénonçant pas publiquement. Peut-être voulait-il simplement comprendre cette femme dont l'intelligence et la détermination le fascinaient autant qu'elle le terrifiait. Delilah le regarda avec une expression indéchiffrable, puis elle lui posa une question qui le prit au dépourvu. Pourquoi ne l'avait-il pas livré aux autorités? Pourquoi avait-il choisi cette voie médiane qui ne satisfaisait pleinement ni la justice ni la vengeance? Girard chercha ses mots, tentant d'articuler les raisons complexes et contradictoires qui avaient motivé sa décision. Il lui expliqua qu'il ne pouvait pas, en conscience, la condamner à mort pour avoir cherché une forme de justice dans un monde qui ne lui en offrait aucune. Que les hommes qu'elle avait tués étaient effectivement des monstres dont la disparition avait probablement épargné d'innombrables souffrances futures à d'autres esclaves. Mais qu'en même temps, il ne pouvait pas simplement ignorer 15 meurtres, aussi justifiés moralement fussent-ils, sans trahir son serment de médecin et son attachement à l'idée que la société devait fonctionner selon des lois, même imparfaites. Delilah écouta son explication avec attention, puis hocha lentement la tête. Elle lui dit quelque chose qui allait le hanter pour le reste de sa vie, qu'il était un homme bon pris dans un système mauvais, et que son tourment intérieur était la preuve qu'il n'avait pas encore perdu son humanité, que beaucoup d'autres hommes à sa place auraient simplement fait ce qui était le plus facile ou le plus profitable pour eux-mêmes, sans se soucier des implications morales, et que même si la solution qu'il avait choisie était imparfaite, au moins elle reconnaissait implicitement que la situation était complexe, que les frontières entre le bien et le mal n'étaient pas aussi claires que les lois voudraient le faire croire. Puis, elle ajouta quelque chose d'encore plus troublant. Elle lui dit que son œuvre était terminée de toute façon, qu'elle avait tué les 15 hommes qu'elle s'était fixés comme objectif, 15 pour les 15 années qu'elle avait passées à servir dans les cuisines des maîtres, une année, une vie, qu'elle n'avait jamais eu l'intention de continuer indéfiniment, car ce n'était pas une croisade sans fin qu'elle menait, mais une comptabilité précise, un équilibre qu'elle avait cherché à rétablir entre la souffrance qu'on lui avait infligée et la punition qu'elle avait administrée. Cette révélation frappa Girard comme un coup de massue. Si Delilah disait vrai, alors son intervention n'avait servi à rien. Les meurtres auraient cessé de toute façon. Il avait tourmenté sa conscience, risqué sa réputation, trahi peut-être ses principes pour empêcher quelque chose qui était déjà arrivé à son terme naturel. Ou peut-être que Delilah mentait, lui offrant cette version des faits pour alléger son fardeau moral, pour lui permettre de vivre avec ses choix. Il ne le saurait jamais avec certitude. Ils se séparèrent, sans autre parole. Girard sortit de la cabane et rentra chez lui, sentant le poids de cette rencontre écraser ses épaules comme un fardeau physique. Delilah retourna au baraquement des esclaves des champs, disparaissant dans la masse anonyme des centaines de personnes asservies qui travaillaient dans les plantations de la région. Les semaines suivantes furent étranges pour Girard. Il continuait ses activités médicales habituelles, mais une partie de son esprit demeurait constamment préoccupée par Delilah et par les implications de toute cette affaire. Il surveillait les nécrologies, guettant de nouveaux décès présentant les symptômes caractéristiques, mais aucun ne se produisit. Les mois passèrent, puis les années, et la série de morts mystérieuses qui avaient terrorisé les paroisses sucrières semblait avoir pris fin aussi brusquement qu'elle avait commencé. En 1857, 3 ans après les événements, Girard reçut une lettre anonyme. Elle ne portait aucune signature, aucune indication sur son origine, mais l'écriture était soignée, manifestement tracée par une main instruite. Le message était bref et énigmatique. Delilah était morte en janvier, emportée par une pneumonie qui avait décimé plusieurs esclaves dans la plantation où elle travaillait. Les conditions de vie dans les champs, l'exposition constante au froid et à l'humidité de l'hiver louisianais avaient eu raison de sa santé déjà fragilisée par des années de labeur.
La lettre ajoutait un détail qui glaça le sang de Girard. Dans les dernières heures de son agonie, Delilah aurait murmuré quelque chose à l'une des femmes qui la veillaient. Des mots à peine audibles, prononcés dans un souffle rauque, mais que la femme avait rapportés à d'autres, qui les avaient transmis à leur tour, jusqu'à ce qu'ils parviennent aux oreilles de celui ou celle qui avait écrit cette lettre. Delilah aurait dit « 15 pour 15, le compte est juste, qu'ils sachent que nous pouvons aussi punir. » Girard ne sut jamais qui avait envoyé cette lettre, ni comment cette personne avait connaissance de son implication dans l'affaire. Peut-être était-ce l'un des autres médecins, cherchant à lui donner une forme de clôture. Peut-être était-ce quelqu'un parmi les esclaves qui avait compris ce que Delilah avait fait et voulait s'assurer que son histoire ne serait pas complètement oubliée. Ou peut-être était-ce une invention, une histoire fabriquée pour donner un sens narratif satisfaisant à une affaire qui n'en avait pas réellement. Mais le plus troublant était la dernière phrase de la lettre, écrite en plus petits caractères, presque comme une note ajoutée après coup. D'autres continuent ce qu'elle a commencé, dans d'autres plantations, d'autres régions, avec d'autres méthodes. La vengeance de Delilah n'était que le début. Cette phrase hanta Girard plus que tout le reste. Était-ce vrai? Delilah avait-elle inspiré d'autres esclaves à suivre son exemple? Y avait-il, quelque part dans les plantations du Sud, d'autres cuisinières, d'autres domestiques, d'autres personnes asservies qui avaient découvert qu'elles possédaient un pouvoir invisible, un moyen de punir leurs oppresseurs sans être détectées? Ou était-ce simplement une tentative de le terrifier, de lui faire comprendre que le système d'esclavage contenait en lui-même les germes de sa propre destruction, que chaque acte de cruauté engendrait sa propre réponse en retour, invisible mais inexorable? Girard détruisit la lettre après l'avoir lue, la brûlant dans la cheminée de son cabinet médical, regardant les mots se consumer et se transformer en cendres. Mais les questions qu'elle soulevait demeurèrent avec lui pour le reste de sa vie. Il continua à exercer la médecine pendant encore 20 ans, jusqu'à sa mort en 1877, et jamais il ne parla publiquement de l'affaire Delilah à personne. Les documents qu'il avait accumulés, les notes d'autopsie, les corrélations qu'il avait établies entre les banquets et les décès, tout fut détruit avant sa mort. Il ne voulait pas que cette histoire devienne publique, craignant les conséquences pour les milliers d'esclaves innocents qui pourraient être soupçonnés, persécutés, tués en représailles. Le docteur Lalande et les 2 autres médecins qui avaient participé aux investigations firent de même, emportant le secret dans leur tombe. Mais les rumeurs, elles, persistèrent. Dans les communautés d'esclaves de la Louisiane, puis parmi les affranchis après la guerre de sécession, circulaient des histoires sur une cuisinière qui avait empoisonné 15 maîtres cruels et n'avait jamais été punie. Les détails variaient selon les versions, les noms changeaient, le nombre de victimes fluctuait, mais l'essence de l'histoire demeurait constante. Une femme asservie avait trouvé le moyen de se venger de ses oppresseurs et avait réussi à échapper à la justice des Blancs, sinon en restant en vie, du moins en évitant l'humiliation publique d'un procès et d'une exécution. Ces histoires étaient racontées à voix basse, lors des veillées, transmises de génération en génération, devenant partie du folklore oral des communautés afro-américaines du Sud. Elles servaient de récit d'avertissement pour les oppresseurs. Attention à ceux que vous maltraitez, car même les plus faibles possèdent des moyens de résistance que vous ne pouvez imaginer. Et elles servaient de récit d'inspiration pour les opprimés. Vous n'êtes pas complètement impuissant, même dans les situations les plus désespérées. Il existe toujours une forme de pouvoir que vous pouvez exercer. L'ironie terrible de toute cette affaire réside dans le fait que le système d'esclavage lui-même avait créé les conditions parfaites pour l'œuvre de Delilah. En traitant les esclaves comme des objets invisibles, dénués d'intelligence et de volonté propre, les propriétaires avaient aveuglé leur propre défense. Ils ne surveillaient pas leurs cuisiniers, car ils ne pouvaient pas imaginer qu'un esclave puisse posséder la sophistication mentale nécessaire pour planifier et exécuter une campagne de meurtre sur plusieurs années.
Leur racisme, leur arrogance, leur conviction absolue de leur propre supériorité intellectuelle et morale, tout cela les avait rendus vulnérables d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu anticiper. Et même après que les soupçons eurent commencé à émerger, même après que les preuves médicales eurent été établies, le système juridique de l'époque rendait presque impossible la condamnation formelle d'un esclave pour meurtre contre un blanc sans aveux explicite ou témoin direct. Le témoignage d'autres esclaves n'avait aucune valeur légale. Les preuves circonstancielles, aussi accablantes fussent-elles, ne suffisaient pas selon les standards juridiques du temps. Et les propriétaires eux-mêmes hésitaient à porter l'affaire devant les tribunaux, craignant que le scandale public ne nuise à leur réputation et ne provoque une panique généralisée qui affecterait le commerce des esclaves et la stabilité économique de toute la région. Ainsi, Delilah était passée entre les mailles du filet, non pas parce qu'elle avait été particulièrement chanceuse ou que son plan avait été parfait, mais parce que le système social et juridique dans lequel elle opérait contenait des contradictions et des failles qui rendaient sa détection et sa punition extrêmement difficiles. Les années qui suivirent virent l'escalade des tensions entre le Nord et le Sud, culminant dans la guerre de sécession qui éclata en 1861. La Louisiane rejoignit la Confédération, et les plantations de la région furent progressivement perturbées par le conflit. Beaucoup de propriétaires partirent combattre, laissant leurs plantations aux mains de gérants ou de leurs épouses. De nombreux esclaves s'enfuirent pour rejoindre les lignes de l'Union. D'autres restèrent sur place, attendant de voir comment le conflit se résoudrait. Après la guerre et l'abolition de l'esclavage, en 1865, les anciens esclaves commencèrent à partager plus ouvertement les histoires qui avaient circulé en secret pendant des décennies. L'histoire de Delilah émergea ainsi sporadiquement dans des récits oraux recueillis par des folkloristes et des historiens, mais toujours sous une forme édulcorée, déformée par le temps et les multiples transmissions. Personne ne savait plus avec certitude si elle avait vraiment existé, combien d'hommes elle avait réellement tués, ni même quel avait été son véritable nom. Des chercheurs du XXe siècle tentèrent de retrouver des traces documentaires de l'affaire, fouillant les archives des paroisses concernées, les registres médicaux, les nécrologies de l'époque. Mais la destruction délibérée des documents par Girard et ses collègues, combinée à la perte générale de nombreuses archives durant la guerre de sécession et la reconstruction, rendit ces recherches largement infructueuses. Quelques mentions énigmatiques furent découvertes dans des journaux intimes de l'époque, des allusions voilées à une série de morts mystérieuses parmi les planteurs, mais rien qui puisse confirmer l'histoire de manière définitive. Ce qui demeure indiscutable, c'est que durant les années 1852 à 1854, un nombre inhabituellement élevé de propriétaires de plantations dans les paroisses sucrières de Louisiane moururent de maladies intestinales mystérieuses. Les certificats de décès, lorsqu'ils existent encore, mentionnent des causes diverses. Inflammation des intestins, dysenterie aiguë, fièvre pernicieuse, accompagnée de complications gastro-intestinales. Aucun ne mentionne un empoisonnement au ver pilé. Les registres de propriété montrent effectivement l'existence d'une esclave nommée Delilah, cuisinière de profession, qui changea de main plusieurs fois durant cette période avant de disparaître des archives après 1854. Mais des milliers d'esclaves portaient des noms similaires, et rien dans ces documents secs et administratifs ne permet d'établir un lien certain entre cette Delilah particulière et les événements décrits. Reste l'histoire elle-même, transmise de bouche à oreille, transformée par chaque nouvelle narration, devenue mythe autant qu'histoire, légende autant que réalité. Une histoire qui pose des questions dérangeantes sur la justice, la vengeance, la moralité et le pouvoir dans une société fondée sur l'oppression institutionnalisée. Une histoire qui suggère que même dans les systèmes les plus brutaux, les plus déshumanisants, il existe toujours des formes de résistance, visibles ou invisibles, violentes ou subtiles, immédiates ou longuement planifiées. Et peut-être que la question de savoir si l'histoire de Delilah est vraie dans tous ses détails importe finalement moins que la vérité plus large qu'elle incarne.
que l'injustice engendre toujours sa propre réponse, que l'oppression crée inévitablement la résistance, et que les oppresseurs qui se croient invulnérables découvrent souvent, trop tard, qu'ils ont sous-estimé l'intelligence, la détermination et la capacité de vengeance de ceux qu'ils ont torturés. Les plantations où ces événements se déroulèrent ont pour la plupart disparu aujourd'hui. Certaines furent détruites durant la guerre de sécession, d'autres abandonnées durant la reconstruction, d'autres encore rachetées et transformées au fil des décennies. Les champs de canne continuent à ondoyer sous le soleil louisianais, travaillés maintenant par des machines plutôt que par des mains humaines asservies. Les grandes demeures à colonnes blanches qui subsistent sont devenues des musées, des attractions touristiques où l'on raconte une version sanitisée de l'histoire, évoquant la splendeur architecturale et le raffinement culturel tout en minimisant ou en ignorant complètement les horreurs sur lesquelles cette splendeur était bâtie. Mais dans les communautés qui descendent des esclaves qui travaillaient ces terres, l'histoire de Delilah continue à circuler. Elle est racontée aux enfants comme un conte moral, aux adolescents comme un exemple de résistance créative, aux adultes comme un rappel que l'histoire officielle n'est jamais complète, que les victimes de l'oppression ont leur propre récit, leurs propres héros, leur propre forme de justice qui échappent aux livres d'histoire écrits par les vainqueurs. Et parfois, lors de réunions familiales ou de veillées communautaires, quelqu'un mentionnera connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un dont l'arrière-arrière-grand-mère aurait travaillé dans la même plantation que Delilah, ou aurait entendu son histoire de la bouche même de quelqu'un qui l'avait connue. Ces chaînes de transmission, impossibles à vérifier mais émotionnellement puissantes, maintiennent l'histoire vivante, la transformant en quelque chose de plus qu'un simple fait historique, la rendant partie intégrante de l'identité collective, un symbole de résistance et de dignité préservé face à l'adversité la plus extrême. Voilà donc l'histoire de Delilah, la cuisinière qui aurait fait avaler du verre pilé à 15 propriétaires de plantations dans les paroisses sucrières de Louisiane entre 1852 et 1854. Une histoire vraie, partiellement vraie, ou peut-être entièrement inventée, selon les sources que l'on choisit de croire et les critères que l'on applique pour juger de la véracité d'un récit historique. Une histoire qui nous force à confronter des questions inconfortables sur la nature de la justice dans une société injuste, sur la légitimité de la violence en réponse à l'oppression, sur les limites du pardon et les dangers de la vengeance. Alors, qu'en pensez-vous? Cette histoire s'est-elle réellement produite? Delilah a-t-elle existé? Ou n'est-elle qu'une figure mythique créée pour donner un visage et un nom à une résistance qui prenait 1000 formes différentes, certaines héroïques, d'autres désespérées, toutes nées de la nécessité de préserver un minimum de dignité humaine face à un système conçu pour la détruire complètement? Je vous invite à partager vos réflexions en commentaire. Croyez-vous que cette histoire soit vraie? Que pensez-vous des choix du docteur Girard? La vengeance de Delilah était-elle justifiée? Ou franchissait-elle une ligne morale que même l'oppression la plus extrême ne peut excuser? N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires historiques fascinantes et troublantes qui nous forcent à réexaminer ce que nous croyons savoir sur le passé. Partagez cette vidéo avec ceux qui s'intéressent à l'histoire vraie, celle qui ne figure pas dans les manuels scolaires, mais qui résonne avec une vérité émotionnelle et morale que les faits seuls ne peuvent jamais capturer complètement.